Il faut savoir qu'à partir de la fin du XVe et tout au cours du XVIIe se met en place un système de colonisation, un système d'expansion coloniale de l'Europe vers les Amériques qui repose sur un phénomène de trafic humain, de traite négrière à partir de l'Afrique et d'esclavage. Ce système de construction coloniale se double d'un autre processus, qui est un processus de destruction de ce système. Destruction par les premiers concernés, tentative de destruction par les premiers concernés, c'est-à-dire les captifs et les esclaves. Les mouvements de résistance apparaissent dès les débuts de ce processus de colonisation. Résistance individuelle, qui peut aller jusqu'au suicide, résistance collective, des rébellions, des menaces de rébellion, le marronnage, c'est-à-dire la fuite. Ce sont les premiers abolitionnistes qui vont lutter contre le système de traite et le système d'esclavage, seuls pendant à peu près 2 siècles. Ce n'est que extrême fin XVIIe siècle et courant du XVIIIe siècle que les Occidentaux s'engagent dans un mouvement anti-esclavagiste. Dans les 13 colonies d'Amérique du Nord, notamment, les Quakers s'opposent à la possession d'êtres humains, au trafic, à la vente d'êtres humains. Ils s'illustrent notamment, leur théorie s'illustre par la constitution du Vermont qui, en 1777, interdit l'esclavage. Au milieu du XVIIIe siècle aussi, en Grande-Bretagne et en France, 2 grands mouvements se déclenchent et s'influencent l'un l'autre. En Grande-Bretagne, c'est aussi le mouvement des Quakers et des protestants en général, qui vont aboutir en 1807 à l'interdiction de la traite négrière, sous la direction de William Wilberforce, grande figure de cet acquis-là de lutte contre la traite. C'est un mouvement qui va aboutir à l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, votée en 1833. En France, milieu du XVIIIe aussi, c'est le mouvement de l'encyclopédie de Diderot et les écrivains qui s'investissent dans cette publication, notamment le chevalier de Jaucourt, qui écrivent des phrases qui sont jusqu'à nos jours extrêmement fortes et même souvent employées par les grands organismes internationaux aujourd'hui qui luttent contre le trafic humain. Des noms tels que ceux de Condorcet, de l'abbé Grégoire, bien sûr, doivent être cités, avec la création en 1788, sur un modèle anglais, de la Société des Amis des Noirs. Le grand mouvement de déclenchement de ce qu'on peut appeler un grand siècle des émancipations, le XIXe siècle, se produit en 1791 dans la très riche colonie de Saint-Domingue, aux Caraïbes, très riche colonie française, avec la grande révolte de 1791, de août 1791, qui va aboutir à l'abolition dans cette colonie en 1793, abolition qui sera confirmée par la Convention en février 1794. Alors je suis obligée d'aller un peu vite pour aboutir à 1802. En 1802, que se passe-t-il ? Napoléon Bonaparte décide de rétablir l'esclavage. Il veut rétablir l'esclavage et il veut rétablir l'autorité coloniale française, notamment dans 2 colonies, en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Il envoie 2 grandes expéditions qui vont en fait mener de véritables guerres coloniales en Guadeloupe et à Saint-Domingue. En Guadeloupe, l'esclavage sera rétabli en juillet 1802, mais à Saint-Domingue, les troupes françaises seront battues en novembre 1803 et la colonie va devenir indépendante et retrouver son nom originel de Haïti au 1er janvier 1804. Suivent 2 décennies de quasi-silence du mouvement abolitionniste français, avant que, à partir des années 1820, n'apparaisse la Société de la morale chrétienne, qui a un comité pour l'abolition de la traite, puis en 1834, 1 an après l'abolition de l'esclavage britannique, la Société française pour l'abolition de l'esclavage, qui vont aboutir à la reconstitution d'un mouvement abolitionniste français, mais qui n'aura pas grand-chose à voir avec son voisin anglais, qui sera très élitiste, qui réunira essentiellement des hommes politiques, des parlementaires, des écrivains, alors que le mouvement anglais était beaucoup plus populaire, lançant des campagnes de pétition, faisant des conférences, lançant des campagnes d'affichage contre l'esclavage, des campagnes de boycott des produits venant des colonies à esclaves. Quelques grands noms
bien sûr, doivent être cités pour ce mouvement abolitionniste français de la première moitié du XIXe siècle. Je commencerai par ce qu'on appelait un homme de couleur, entre guillemets, à l'époque, qui s'appelait Cyril Bicêtre, qui était d'origine martiniquaise et qui avait subi les affres d'un procès politique dans les années 1820 pour avoir réclamé des droits politiques pour ses frères. Et Cyril Bicêtre a été l'un des pionniers pour demander au gouvernement français l'abolition immédiate de l'esclavage dans ses colonies. Autre grand nom qu'il faut citer, rival de Bicêtre, bien sûr Victor Schœlcher, qui a laissé des témoignages qui sont encore aujourd'hui extrêmement importants, qui nous apprennent toujours beaucoup de choses à chaque relecture, puisque entre 1830 et 1848, il s'est lancé dans une vaste campagne personnelle pour la démonstration des vertus de l'abolition de l'esclavage, d'une abolition immédiate. Le 25 février 1848, lors des journées révolutionnaires parisiennes, le gouvernement provisoire, qui remplace donc le gouvernement monarchique, décide du principe de l'abolition, de la suppression de l'esclavage. Ça n'est pas dans les textes, mais le principe est émis. Notre collègue Bruno Delara a publié dans La Liberté assassinée l'ensemble des textes qui prouvent non seulement cette volonté du gouvernement provisoire d'abolir, le rôle de la commission d'abolition de l'esclavage. Cette commission d'abolition de l'esclavage va préparer le décret d'abolition, qui sera signé le 27 avril 1848, mais aussi un ensemble de décrets qui réorganisent complètement la politique coloniale française et qui, pour plus d'un siècle, va orienter le devenir économique, social, politique de ces colonies. Les anciens esclaves deviennent de nouveaux citoyens. Ils reçoivent la liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté de suffrage, mais en même temps, très vite, une politique de contrôle social, de réorganisation de ce qu'on appelle à l'époque la police du travail va être mise en œuvre, ainsi que ce qu'on a appelé une politique d'oubli du passé. Au nom de la réconciliation sociale, il faut, et les textes sont très clairs, maintenir l'ordre public, maintenir le travail, protéger la propriété privée. Ce sont les grands axes de cette nouvelle politique coloniale française qui va reposer, malheureusement, paradoxe et erreur économique grave, sur deux choses. La monoculture sucrière, qui est confirmée alors que la production de sucre de betterave suffit déjà à la consommation européenne. Et autre écueil de cette politique coloniale post-abolitionniste, c'est l'appel à une main-d'œuvre sous-payée qui vient d'Afrique, qui est recrutée en Afrique, mais aussi dans toute l'Asie, et qui va être payée en général 4 fois moins cher que les taux de salaire légaux qui étaient dus à ceux qu'on appelait les nouveaux libres, et qui va provoquer, bien sûr, l'apparition du chômage, du sous-emploi, et qui va marquer le devenir de ces sociétés jusque quasiment à nos jours.